la vraie problématique, c'est quoi? La problématique, c'est la confiance. Le problème pour la PME, il est là. Fondamentalement, c'est ça, c'est là qu'est l'enjeu. Il faut changer sa perception de la protection des données, la plus-value qu'elle apporte pour son entreprise, pour sa clientèle. Et c'est là où on a à cœur de faire les choses, parce que c'est vraiment d'abord une question de maturité, une question de culture, avant peut-être même la question de conformité. Tu commences, tu t'assieds dans un coin et tu pleures. Voilà. Après, tu te relèves et t'avances. Voilà. Encore une loi de plus. Encore des nouvelles règles à respecter. La législation freine-t-elle l'innovation? Entre restrictions, contrôles et obligations, certains diront qu'on ne peut plus rien faire. Alors pourquoi se compliquer la vie? Mes concurrents, de toute façon, ne font rien. Des propos que vous avez sans doute déjà entendus, voire prononcés. Dans l'esprit de beaucoup, chaque nouvelle loi en matière de protection des données, ou de sécurité, est perçue comme un obstacle de plus. Une contrainte qui freine l'agilité. Et si ce n'était pas toujours le cas? Bienvenue dans ce podcast où nous posons une question simple mais essentielle. La protection des données est-elle compatible avec la réalité des entreprises suisses? Avec Ivan Barra, expert en management de la sécurité de l'information, et Livio Di Tria, expert en droit des nouvelles technologies et fondateur de Swiss Privacy Law, nous explorerons ensemble les enjeux, les risques, mais surtout les solutions concrètes pour concilier innovation, conformité et protection des données. Bonjour Livio. Hello Thomas. Bonjour Ivan. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui, on va parler protection des données. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement? On va commencer par toi Ivan. Juste quelques mots sur ton parcours. Alors, écoute, moi, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie, plutôt dans l'amélioration et la digitalisation des processus industriels, avant de progressivement glisser sur les questions plutôt de gouvernance, de données de manière plus générale. J'ai fait un parcours un petit peu atypique, brevet fédéral, executive MBA, j'ai eu plusieurs certifications ISO notamment dans mon parcours, donc plutôt un parcours riche de diverses expériences qui m'ont amené à travailler sur ces questions de gouvernance des données. Et toi? Écoute, de base, moi je suis employé de commerce spécialisé en hôtellerie, gastronomie et tourisme. Ouais. On s'est rencontrés au CFC d'ailleurs. Je me rappelle très bien. C'est juste. Et puis après, je suis parti à l'université de Lausanne faire un bachelor en droit. C'était chouette, j'ai beaucoup aimé, mais il me manquait un petit quelque chose, le côté nouvelle technologie. Et puis j'ai découvert ce fameux master à l'université de Lausanne en droit, criminalité et sécurité des technologies. Et puis c'est là où j'ai vraiment pris mon pied, en fait, tout simplement dans le domaine du droit des nouvelles technologies. Et de là, s'est développée une véritable passion, notamment pour les sujets technologiques, comme la protection des données, pour laquelle on est ici aujourd'hui pour en parler. Donc tu veux nous dire que tu as une passion pour la protection des données? Ça peut sembler un peu surprenant, mais j'ai une passion pour la protection des données et toutes ces questions qui l'entourent, comme la sécurité de l'information, comme l'intelligence artificielle, comme les cyberattaques, etc. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux qui se posent aujourd'hui par rapport à ces thématiques-là, qui sont vraiment cruelles, au cœur de l'actualité d'ailleurs, tant politique que juridique. Donc oui, je suis un passionné. Incroyable. Bah déjà, c'est la première info de ce podcast. On peut être passionné de protection des données. Eh oui, mais même si certains pensent qu'elle est tyrannique. Alors ça, on en reviendra parce que c'est vrai que c'est un des gros sujets. Hein. Mais le premier sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est on parle beaucoup de protection des données aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Écoute, ce qui a changé ces dernières années, c'est peut-être déjà la loi. Alors, je m'étais promis de ne pas faire trop de droit, mais il faut quand même le dire. On a en Suisse une nouvelle loi, la loi fédérale sur la protection des données, qui a été entièrement révisée, qui s'applique depuis le 1er septembre 2023. C'est pour ça qu'on en a beaucoup entendu parler. Au niveau de l'Europe, on a aussi beaucoup entendu parler du règlement général sur la protection des données, le RGPD, et autres ces questions juridiques qui sont fondamentales. On a aussi la perception des entreprises par rapport à leur protection des données, où on entend souvent la question des cyberattaques, de la sécurité surtout. Et puis, je pense aussi il y a de plus en plus d'entreprises qui voient aussi les aspects marketing derrière la protection des données, où finalement, on se dit privacy friendly pour amener une forme de publicité auprès de leurs clients, tout simplement. Type, je peux prendre l'exemple d'Apple. Je vois que tu as une montre connectée Apple. Apple fait pas mal de publicité autour de la privacy.
Effectivement, comme le dit Livio, on trouve de plus en plus de marques, particulièrement dans le domaine digital, qui vont utiliser la protection des données comme un facteur différenciant pour vraiment aller chercher ce public qui est un peu plus sensible, qui est de plus en plus sensible à ces questions de données, globalement. On se souvient du scandale Cambridge Analytica il y a quelques années, ça avait fait énormément monter la sensibilité auprès du public. Donc on a certaines marques, certaines solutions qui vont s'axer sur ce type de problématiques, qui vont adresser ce type de problématiques. Là, vous parlez un petit peu d'outliers, parce que des entreprises qui font vraiment, ou qui mettent la privacy au centre de leur stratégie, il y en a quand même assez peu. Nous, le dialogue et la discussion qu'on a souvent avec les entreprises en Suisse, c'est que c'est plutôt un frein à l'innovation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une réalité quand même pour les entreprises, ou au contraire, non, on peut quand même jouer avec et faire comme ces entreprises et mettre ça au centre de la stratégie? Je pense pas qu'il faut voir la protection des données comme un peu les empêcheurs de tourner en rond. Souvent, là où on fait faux dans les projets, et on le voit dans notre pratique quotidienne, c'est qu'on intègre la protection des données un peu sur le tard dans les projets. Alors que si on l'intègre dès la conception du projet, souvent, ça vient amener de la plus-value au projet. Et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui le conçoivent pas comme ça, mais pas parce que c'est la volonté de l'entreprise, mais c'est surtout une méconnaissance de ce que la protection des données peut apporter, aussi bien pour l'entreprise en tant que telle, mais aussi pour la clientèle de l'entreprise. Du coup, une des erreurs fréquentes, ça serait finalement de ne pas mettre la protection des données au centre des projets digitaux, donc de ne pas commencer par là ou de ne pas l'intégrer au début de projet. Ça serait quoi les autres erreurs fréquentes qu'on pourrait retrouver chez les organisations quand on parle de protection des données comme ça? Bon, ce qu'on va souvent voir dans la pratique concrètement, c'est on doit faire des actions, mettre en place des mesures en matière de protection des données, des choses comme ça. Google, Toolkit, protection des données, j'ai trouvé quelques super documents, copier-coller, boum, c'est fini. Ça, c'est quelque chose qu'on va malheureusement croiser souvent dans la pratique. C'est une approche qui est pas adaptée. C'est probablement la principale erreur. Tu disais mettre la protection des données au centre des projets. Je pense pas que ce soit mettre au centre des projets la question, mais d'en tenir compte dès le départ. Ouais. Ça évitera de devoir finalement refaire ces actions, ces travaux, mettre en place d'autres mesures ensuite. Il faut l'avoir en tête, il faut l'intégrer, mais ça doit pas non plus être une question centrale du projet, ça doit pas être un frein. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte comme opportunité? Ça peut être une question, effectivement, mais si j'en reviens sur l'aspect clairement des erreurs, ça va être de reprendre ce que d'autres ont fait tel quel, balancer en disant super, c'est conforme, il y en a d'autres qui l'ont fait, sans se poser plus de questions. Là, on crée aucune valeur, on n'apporte rien au projet, on n'apporte rien à l'entreprise, si ce n'est des tracasseries administratives. Je vais peut-être juste rebondir avant que tu poses ta prochaine question. Ce que dit Ivan est assez juste. Il y a ces questions de toolkit, de conformité RGPD ou LPD. C'est bien, mais c'est pas en prenant un toolkit et en l'adaptant pas à l'infrastructure de son entreprise qu'on est conforme. Puis surtout, c'est une question de culture. Qu'est-ce que veulent aujourd'hui les entreprises en termes de protection des données? Et il faut changer sa perception de la protection des données, la plus-value qu'elle apporte pour son entreprise, pour sa clientèle. Et c'est là où on a à cœur de faire les choses, parce que c'est vraiment d'abord une question de maturité, une question de culture, avant peut-être même la question de conformité. Ouais. J'aime beaucoup, puis il y avait un exemple que tu m'avais donné en off que j'aimais beaucoup aussi, qui rejoint ce que tu disais sur ces copier-coller. Parfois, on va copier-coller des politiques de confidentialité et on va copier aussi la soumission à la RGPD. On sait que les entreprises suisses ne sont pas nécessairement soumises de facto à la RGPD. Du coup, est-ce que ce n'est pas typiquement ce genre de petites best practices assez faciles à éviter si on met la protection des données au centre du projet? Alors, je rebondis sur ta question, c'est promis, mais je fais juste une interruption parce que c'est le RGPD. Et je démystifie parce que c'est le règlement général sur la protection des données et ça me fait toujours tiquer les oreilles, même quand mes étudiants en classe me disent la RGPD après 14 semaines de cours. J'ai l'impression qu'ils ne m'écoutent même pas. Ouais. Donc ça, voilà. Mais c'est une erreur fréquente parce qu'on dit la loi fédérale sur la protection des données, mais on dit le règlement général sur la protection des données. C'est vrai. Maintenant que j'ai fait le professeur, voilà. Merci Livio. De rien, désolé, il fallait.
Je sais pas s'il fallait. Moi, ce que j'aime bien dans le sens, c'est si on veut démystifier, il faut aussi qu'on puisse amener les gens avec leur terminologie et leur manière de voir le truc. Que tu puisses démystifier toi, je suis d'accord, mais ces erreurs, elles sont courantes. Et pourquoi c'est important? Et est-ce que c'est pas ça le problème des juristes, en fait, souvent? C'est de ne pas savoir expliquer les choses. Ah, alors je recommence. On sait expliquer les choses, mais peut-être avec trop de complications. Toujours des longues phrases, beaucoup de conditionnels dans sa phrase, devrait, pourrait, etc. Et c'est vrai qu'on est dans un domaine où il faut amener de la clarté, démystifier, comme je le disais, amener vraiment de la facilité de compréhension. Parce que la protection des données, le système juridique, il y a plein de lois, plein de choses qui s'appliquent, mais la protection des données, c'est quand même quelque chose qui s'applique au quotidien à toutes les entreprises qui traitent des données personnelles. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise qui ne collecte pas des données personnelles, un nom, un prénom, une date de naissance, rien que pour son marketing. Donc, effectivement, c'est un sujet de préoccupation majeur pour les citoyens et les citoyennes, parce que qu'est-ce que fait telle entreprise de nos données, pourquoi est-ce que je reçois telle newsletter et autres. Et puis, c'est aussi un sujet majeur pour les entreprises, parce que toutes les entreprises en Suisse sont soumises à la loi fédérale sur la protection des données. Et effectivement, peut-être qu'on complique tout. Du coup. Pas le RGPD qui est un règlement européen qui s'applique au sein de l'Union européenne, mais aussi au sein de l'espace économique européen, mais j'entre pas dans les détails. Le RGPD peut s'appliquer à certaines entreprises en Suisse lorsqu'elles ont pour objectif de viser le marché de l'Union européenne en offrant des biens ou des services. Donc c'est un champ d'application très réduit. Il faut d'abord penser loi fédérale sur la protection des données pour la majorité des PME suisses. Puis les PME en Suisse représentent grosso modo 97%. Quand on dit PME, c'est moins de 250 personnes d'employés. Ça représente 97%, 98% d'après les chiffres de l'Office fédéral sur la statistique. Les PME sont d'abord concernées par la loi fédérale sur la protection des données. Donc, inquiétons-nous d'abord de celle-ci avant de nous inquiéter de ce que fait l'Union européenne. Oui, je suis d'accord. Et donc ça, c'est aussi une des erreurs fréquentes que vous remarquez souvent, finalement. S'intéresser d'abord au RGPD avant de s'intéresser à la LPD, ou pas? Alors, oui, ça arrive régulièrement. Je dirais que c'est plutôt par abus de langage qu'on va parler de RGPD quand on parle de protection des données plutôt que de LPD ou de NLPD, pour ceux qui utilisent encore cet acronyme. Maintenant, clairement, il y a énormément de choses qui sont très communes dans ces deux cadres légaux. Donc, est-ce qu'on peut reprocher aux entreprises c'est un peu cet abus de langage? Bon, c'est pas gravissime en soi. La question, elle va pas être de dire j'ai fait ce copier-coller, je me soumets au RGPD volontairement. Bon, oui, c'est une problématique, mais il y a un grand nombre d'autres problématiques. Ouais. Parce que simplement, on va copier-coller quelque chose dont on comprend pas la teneur, dont on comprend pas l'intérêt, l'utilité. Donc, on va potentiellement donner des informations erronées, d'une part, mais on va pas faire tout ce travail réflexif de se dire, mais ok, mais à qui je communique ces données, c'est qui mes prestataires, c'est qui mes fournisseurs. Tu vois, si on prend l'exemple de la déclaration de protection des données d'un site, on va se poser la question, ok, c'est quoi que j'utilise pour ma newsletter comme CRM, c'est qui mon hébergeur, il est où, c'est quoi un petit peu le cadre qui entoure tout ça. Il n'y a pas besoin d'être fondamentalement juriste pour aller dans ces questions-là, mais simplement comprendre son propre écosystème, avec qui je travaille et pourquoi je travaille avec eux plutôt qu'avec d'autres. C'est ça la vraie question. C'est là qu'on va aller chercher de la valeur dans ce type de travaux. Prendre une déclaration de protection des données sur Internet, la copier-coller, en dehors du fait que la plupart du temps, ça ne sera pas conforme, si je puis dire, ça n'aura rien apporté et puis ça va amener de la confusion plus que répondre à des questions. Donc, c'est vraiment une mauvaise pratique de mon point de vue. Et c'est quoi les risques si finalement on fait ça, on ne s'intéresse pas à la protection des données, on ne le met pas au centre des projets digitaux? C'est quoi le risque pour une entreprise suisse aujourd'hui? Alors, je n'entre pas dans les considérations des amendes pénales. Je n'ai pas envie d'entrer trop dans les considérations juridiques, mais on a un système de sanctions entre le système européen et le système suisse qui est
éminemment différent. Quand on lit dans la presse qu'un grand groupe technologique a été condamné à 150 millions d'euros d'amende, c'est parce que le grand groupe technologique en question a pris une amende administrative au sens du règlement général sur la protection des données. En Suisse, les amendes administratives, ça n'existe pas. Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, qui est l'autorité de surveillance en Suisse, pour la bonne application de la LPD, ne peut pas prononcer des amendes administratives, il peut prononcer des mesures administratives. Parmi les mesures, il va pouvoir te dire tu arrêtes le traitement, tu modifies ton traitement, tu le mets en stand-by, etc. Qu'est-ce que tu entends par traitement? Traitement de données personnelles. Quand tu traites les données personnelles par le biais de ton CRM, par le biais de ton ERP, par le biais de ta newsletter, etc. Le mot traitement, la notion de traitement telle qu'elle est définie par la loi, c'est une notion extrêmement large qui va de la collecte jusqu'à la destruction, en passant par finalement son utilisation et aussi l'archivage, la conservation. Ça, c'est des points qui sont extrêmement importants dans les entreprises. Combien de temps on conserve des données ? Typiquement, un assuré part auprès d'une autre assurance. Combien de temps est-ce qu'on va conserver les données de l'Ibioditria ? Voilà. Et donc, le PFPDT ne peut pas prononcer des amendes. Par contre, on a des sanctions pénales. Elles existaient déjà avant la révision. On n'a pas beaucoup de statistiques par rapport à ces amendes pénales avant la révision. Et puis, depuis sa révision, on connaît 2-3 décisions, mais ça reste vraiment des choses extrêmement petites. Parce que de nouveau, c'est ce que je disais, toutes les entreprises sont concernées par la loi fédérale sur la protection des données. Donc parmi les je ne sais plus combien il y a d'entreprises, mais je pense 600 000, sauf erreur de ce que j'avais regardé. En vrai, on devrait avoir plus de cas. Et comment être crédible, du coup, si finalement, il y a aucune incitation spécifique à faire de la protection des données ou à essayer d'inculquer cette culture de la protection des données? Alors là, Livio a très bien abordé la partie juridique. On parle de sanctions, de choses comme ça. Ça, c'est clair. C'est une partie, on peut se le dire, ça ne fait pas peur. Ça pourrait, ça ne le fait pas. La vraie problématique, c'est quoi? La problématique, c'est la confiance. C'est la confiance que mes clients me donnent, c'est la confiance avec mes autres parties prenantes, mes bailleurs de fonds, des choses comme ça. Si je fais mal les choses, si on commence à savoir que je perds des données, que je vends des données de manière malhonnête ou que sais-je, il va y avoir une perte de confiance, il va y avoir un dégât réputationnel. Le problème pour la PME, il est là. Fondamentalement, c'est ça, c'est là qu'est l'enjeu. Parce que ça va très très vite, mine de rien. Je veux dire, des sociétés qui sont victimes de vol de données ou de pratiques qui sont un peu malhonnêtes, on en voit passer de plus en plus souvent. Et ça fait des dégâts, ça crée de la perte de clientèle. Et ça, c'est plus difficile à quantifier, mais la perte de confiance, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à compenser. Ça fait beaucoup de dégâts pour les entreprises. Donc, au-delà de, quand on parle de vol de données, de choses comme ça, de la perte financière, ce dégât réputationnel, moi, j'ai la conviction que c'est ça le plus gros enjeu pour les questions de protection des données envers les entreprises. Je vais rebondir sur ce que dit Ivan. C'est clair, la loi fédérale sur la protection des données, on peut avoir peur ou pas peur, j'entre pas dans ce débat-là. Par contre, ce que dit Ivan est juste, c'est la question de la confiance vis-à-vis de ses clients, puis aussi la réputation de l'entreprise de manière plus large. Et pour te donner un use case d'une entreprise qui était un sous-traitant de la Confédération, l'entreprise en question a été victime d'une cyberattaque, a perdu des données de l'entreprise, mais aussi des données qui lui avaient été confiées par la Confédération. Alors, ça arrive à beaucoup d'entreprises, c'est comme ça, c'est la vie. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, mais à côté de ça, ils avaient un potentiel contrat avec un canton. Ils ont perdu ce contrat, et ils ont perdu ce contrat parce qu'il y avait une rupture de confiance dans leurs prestations, dans leur sécurité. Et c'est là où on voit, oui, ok, la protection des données, l'amende, on ne verra pas des choses comme dans l'Union européenne. Par contre, quand tu perds quand même un contrat, sauf erreur, ça devait être 17 millions, ça fait beaucoup. Je digresse un petit peu, mais finalement, si j'investis pas dans la protection des données, mais que j'investis énormément dans la sécurité de l'information pour être certain que mes données, elles sont protégées, est-ce que du coup, l'objectif, c'est pas d'aller sur un terrain illégal, mais c'est d'essayer de bien comprendre pourquoi, aujourd'hui encore, dans le tissu économique suisse, on n'a pas cette culture de la protection des données. Et un des éléments de réponse, c'est peut-être aussi, c'est une question, est-ce que c'est pas parce qu'on investit plus dans la sécurité de l'information? Bon.
Alors, en premier lieu, je dirais qu'on n'investit jamais assez dans la sécurité. Ça, c'est une évidence. De ce point de vue-là, il n'y a pas de discussion. Deux choses. Et puis un petit peu de terminologie, parce que ça fait toujours du bien. La protection des données, ça protège les personnes. La sécurité de l'information, ça protège les données. Comme ça, c'est facile. Non, la sécurité de l'information, on va se concentrer justement sur la donnée, sur l'information, qu'elle soit personnelle ou pas, ça, peu importe. Maintenant, on va se concentrer surtout sur des risques qui sont envers l'organisation. Qu'est-ce qui va se passer pour moi financièrement s'il y a X, Y problème en termes peut-être de réputation, de certaines choses comme ça, mais vraiment les risques envers l'entreprise directement. Quand on va parler protection des données, protection de la vie privée, on va plutôt parler des risques envers les personnes, envers les gens dont on traite les données, envers nos clients, typiquement, envers des bénéficiaires, envers des patients, peu importe. C'est vraiment deux aspects de tournure du risque qui sont différentes, mais extrêmement complémentaires. Donc, quand on investit dans la sécurité, on investit en quelque sorte aussi en protection des données. Maintenant, c'est la manière de le réfléchir qui change. Dans tous les cas, investir dans la sécurité, c'est jamais une mauvaise chose. ça, c'est une évidence. T'as des exemples de best practice de qu'est-ce qu'il faut faire quand on est une PME suisse pour se protéger efficacement? Bon, oui, évidemment. Maintenant, je vais plutôt commencer du côté bad practice, où on va dire, ce qu'on voit concrètement sur le marché, c'est des entreprises qui vont investir parfois beaucoup d'argent dans de la sécurité d'un point de vue technologique. J'ai un super pare-feu, on a des super logiciels de sécurité, on a des détections et réponses, on a un service de sécurité, machin, tout ça. Ok, c'est bien. C'est ce qu'on appelle des mesures purement techniques. Ensuite de ça, on a des mesures qui sont plus organisationnelles. Parce que finalement, de mon point de vue, là où il faut travailler, où les PME doivent vraiment travailler, c'est sur l'humain, sur la personne. Parce que la personne, le collaborateur, la collaboratrice, c'est de manière paradoxale à la fois la première barrière, mais c'est aussi la porte d'entrée. La plupart des attaques se passent parce qu'il y a une erreur humaine. Et la plupart des attaques sont déjouées parce qu'il y a cette sensibilité humaine. Donc, c'est un peu paradoxal. La best practice, clairement, c'est de dire, peut-être, au lieu de mettre X milliers de francs ou dizaines de milliers de francs dans des solutions de sécurité technologique ultra sophistiquées, former les gens. Le reste viendra ensuite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans les mesures techniques, ça c'est évident. Mais il faut vraiment plus investir dans l'humain, dans la capacité de l'humain à être critique, à voir les problématiques et à savoir comment réagir. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu ouvres ton PC, tu es victime d'un ransomware, ton écran est bloqué, et tout, est-ce que tu sais ce que tu devrais faire pour qu'un éventuel enquêteur puisse récupérer le maximum d'informations? Absolument pas. Qu'est-ce que je devrais faire du coup? Tu devrais ne pas l'éteindre. Intéressant. Est-ce que tu aurais pensé à ne pas l'éteindre? Le sectionner du réseau, mais ne pas l'éteindre. Alors, c'est facile à dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des mémoires qui vont s'effacer dès le moment où on éteint l'ordinateur. Donc, en cas d'enquête, on va plus difficilement pouvoir retrouver ce qui se passe dedans. Là n'est pas la question. On parle beaucoup de phishing, de choses comme ça, de hameçonnage. Est-ce que je suis toujours capable de discerner un mail frauduleux? Alors, il y a plein de gens qui vont dire « Oui, il n'y a pas de souci, je vois bien et tout ». Et moi, je le dis, en tant que spécialiste du domaine, même moi, je peux me faire avoir. Parce qu'on est pressé, on est stressé, on n'a pas toujours le temps d'analyser, de se dire « Ah, est-ce que ça, si, ça, machin », je clique. Et voilà, boum, ça arrive, l'erreur, elle est humaine. Il faut travailler sur la sensibilisation des gens, c'est ultra important. C'est la base de tout, à mon avis. Avant d'investir des dizaines de milliers de francs dans des solutions techniques. Alors, je ne vais pas me faire des amis chez les prestataires informatiques, visiblement. Les vendeurs de logiciels ne vont pas m'apprécier. Mais c'est deux choses qui doivent vivre en commun. Une mesure technique, elle ne fait que de soutenir des mesures organisationnelles et vice-versa. C'est deux choses qui doivent se faire de concert. Je lance mon collègue sous le tram, il oublie toujours de verrouiller son écran. C'est une première mesure. C'est vrai. Ça fait partie des comportements de base. Tu vas peut-être me dire, Thomas, oui, bon, dans votre bureau, en l'occurrence, vous êtes deux. Si tu verrouilles pas ton écran, le seul risque qu'il y a, c'est que l'idiot aille faire quelque chose dessus. Je disais, oui, de ce point de vue-là. Maintenant, par contre, s'il se passe quelque chose parce que quelqu'un aurait pris le contrôle à distance de mon ordinateur, je vais pas le voir. Là, on a d'autres problèmes. Donc, c'est pas juste je verrouille pour que les autres y touchent pas.
Ça va plus loin que ça et ça doit rentrer dans une question d'hygiène numérique globale. Ouais. Et il y aura tant l'aspect de sensibilité d'hygiène numérique pour les personnes, pour toi, pour moi, pour les collaborateurs, les collaboratrices, mais il y a aussi une vision large à avoir de ça pour les dirigeants. Et je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet qui fait peur, les ransomware. On voit qu'il y a aussi beaucoup d'assurances qui se développent par rapport à toutes ces questions-là. Est-ce que c'est une légende urbaine que certaines entreprises, elles ont un prix en cas de ransomware? Un prix, c'est dans quel sens? Un prix, un seuil, à partir du montant. Au-delà, ils ne sont pas d'accord de payer, mais jusqu'à ce montant-là, c'est OK. Ça peut arriver, ça peut faire partie de politique interne, de décisions stratégiques. Est-ce que c'est une bonne pratique? Alors, la police cantonale fribourgeoise, notamment, déconseille de payer. Ça, actuellement, c'est la position. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une position majoritaire. Mais il y a quelques années en arrière, c'était encore relativement courant de devoir payer. Et ça va dépendre de beaucoup de choses. Parce qu'on va souvent dire, oui, mais si j'ai un ransomware, de toute façon, on a des sauvegardes. On restaure une sauvegarde. Et puis voilà. Deux choses. La première chose, c'est, OK, je restaure une sauvegarde, mais peut-être qu'on n'a jamais testé. Puis on se rend compte, là, qu'on ne peut pas la restaurer parce que ça ne fonctionne pas. Et c'est un problème qui arrive très, très, très souvent. L'autre chose, c'est les pirates. Ils ont bien compris que les gens avaient des sauvegardes, ils prennent du temps, ils font une attaque super sophistiquée, ils bloquent un système, et puis la personne prend une sauvegarde, elle la remet dedans, puis ça part. C'est pas intéressant pour le pirate. Donc le pirate, il va faire quoi? Il va plutôt chercher à rentrer dans le système de manière discrète, à infecter les systèmes sans rien déployer, sans bloquer les systèmes. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et une fois que toutes les sauvegardes qui ont été faites contiennent déjà le virus, là on l'active. Tu vas pouvoir restaurer la sauvegarde que tu veux. Elles sont toutes déjà infectées. Est-ce que tu as une autre solution que de payer à ce moment-là? Est-ce que tu avais des sauvegardes hors ligne qui n'ont peut-être pas été infectées ou sur d'autres types de supports de données? On peut aller très très loin dans ces discussions-là. Il y a des experts techniques qui font des choses incroyables. Mais c'est difficilement accessible pour des petites entreprises aujourd'hui. Je vais quand même rebondir. Oui, on lit dans la presse, tel PME a été victime d'une cyberattaque, etc. Mais derrière, il y a des questions sociales, il y a des humains derrière, il y a des collaborateurs, il y a des collaboratrices, ne peuvent plus travailler, on ne peut plus les payer, on n'a plus le carnet de commandes, on n'a plus les livraisons, il n'y a plus rien qui tourne. C'est assez terrible. Il n'y a pas que la question technique, il n'y a pas que la question de la cyberattaque en tant que telle, c'est aussi les dégâts humains, les dégâts émotionnels que ça peut provoquer. C'est assez lourd parfois. Quand on est dirigeant, on se réveille un matin et plus rien. Alors là, on a parlé de sécurité un petit peu de l'information. Du coup, on va faire un petit peu le lien avec ce que tu dis maintenant. Je me suis fait pirater, je suis une entreprise, je me suis fait pirater, probablement un ransomware, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais un petit peu maintenant auprès de mes clients? Parce que la protection des données, c'est, comme tu l'as très bien dit, protéger les identités, les personnes. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un leak comme ça? C'est quoi mon obligation en tant qu'entreprise? Et puis, l'obligation légale, mais c'est quoi aussi éthiquement ce qui serait juste de faire? Bon, alors il y a les obligations légales, il y a l'éthique derrière. Déjà, c'est souffler un bon coup. Tu commences, tu t'assieds dans un coin et tu pleures. Voilà. Après, tu te relèves et t'avances. Voilà. Ça fait partie de la vie. Il y a toujours ce fameux dicton, c'est pas si ça va vous arriver, c'est quand ça va vous arriver. C'est vrai, il y a une recrudescence des cyberattaques, etc. Il y a beaucoup de PME qui sont touchées, mais il n'y a pas que les PME, il y a aussi toutes les administrations. Je pense notamment à des administrations communales. Une chose sur laquelle j'insiste, ça dépend dans quelle position tu te trouves. Parce qu'en protection des données, on distingue le responsable du traitement, du sous-traitant, etc. Puis souvent, le point d'entrée de ces cyberattaques, c'est quand même le sous-traitant. On le voit, c'est un mauvais paramétrage, un problème de sécurité, c'est à cause du sous-traitant qu'on a un problème. Ça arrive, ça fait partie des choses. Maintenant, en tant qu'entreprise, si c'est toi qui es victime, il y a une obligation légale d'après la loi fédérale sur la protection des données d'annoncer au préposé fédéral à la protection des données ce qu'on appelle la violation de sécurité. Mais pour autant qu'elle entraîne un risque élevé. Donc, il y a de nouveau une question juridique derrière, c'est
tu vas pas devoir annoncer au préposé fédéral à la protection des données à chaque fois. Tu vas devoir l'annoncer seulement si ça provoque un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. Et là, on remercie nos amis juristes, législateurs et autres, parce que cette notion de risque élevé, elle n'est pas déterminée. C'est quoi un risque élevé? Et on rentre dans toute la problématique. Est-ce que pour toi c'est un risque élevé? Oui, non. Est-ce que le préposé estimera que c'est un risque élevé? Oui, non. Et ça, quoi. Et ça fait partie de tout le problème des législations qui sont fondées sur le risque. Parce que cette appréciation des risques, elle est finalement un peu différente pour chacun, potentiellement. Bon, pour ça qu'il existe des méthodes, des normes, des choses. Mais après, ce qu'on appelle l'appétence au risque, ta capacité à prendre des risques en tant qu'organisation, elle est différente d'une organisation à l'autre. Un hôpital n'aura pas la même capacité, le même souhait de prendre des risques qu'une start-up. Et c'est là que la problématique, elle entre en ligne de compte. Ça, c'est... Pour rebondir sur la question de l'annonce au préposé. C'est la première annonce. C'est l'entreprise qui doit annoncer au PFPDT, sous condition, dans les meilleurs délais. Voilà, plein de terminologie. Beaucoup d'appréciation. Donc, tu es déjà en stress, tu dois régler ta cyberattaque, tu dois faire appel à ton prestataire informatique, éventuellement à la police cantonale, etc., etc. La deuxième obligation, c'est potentiellement aussi de devoir annoncer la violation de la sécurité des données aux personnes concernées. Je veux bien pour une entreprise, à ses clients. Mais là aussi, il y a pas mal d'appréciation dans cette annonce. Donc, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Et puis, c'est toujours un petit peu difficile. Nous, on a eu un cas où un prestataire informatique, donc sans révéler de nom, qui traitait, imaginons pour une entreprise, qui donnait un logiciel, qui donnait un logiciel dans lequel on inscrivait le nom, le prénom, la date de naissance d'enfants, pour certaines raisons. Puis la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il y a réellement un risque pour qu'on l'annonce aux parents? Et puis on s'est on s'est tiré les cheveux parce qu'on s'est dit il y a potentiellement au sens de l'appréciation sur la base des normes, sur la base des guides que tu peux trouver des autorités du PFPDT, etc. On s'est dit il n'y a pas vraiment de risque élevé en tant que tel, un nom, un prénom, une date de naissance. Voilà. Mais de nouveau, ça concerne des enfants. Et quand on touche aux enfants, c'est toujours un peu plus sensible. Donc, tu vois, dans cette appréciation, on s'est quand même dit à un moment donné, non, il faut annoncer. Et puis, tu prends aussi le risque, si tu n'annonces pas, que finalement, ça s'ébruite dans la presse, etc. Et puis après, tu as un peu cet effet boule de neige où tu ne peux plus maîtriser la communication. On rentre là vraiment dans la question de la gestion de crise. C'est bon, est-ce que je dois informer l'autorité ou pas? Ça, c'est une chose, ok. Maintenant, est-ce que je dois informer mes clients? Est-ce que je dois informer les personnes? Est-ce qu'ils peuvent prendre des mesures pour se protéger? Tu as certainement vécu un cas où tu étais inscrit sur un site d'e-commerce, il a subi une attaque, tu as reçu un mail comme quoi il fallait changer ton mot de passe parce qu'il avait été potentiellement compromis. Ça fait partie de cette annonce aux personnes concernées. Maintenant, il y a toute une question aussi de maîtrise de la communication. Est-ce que je vais communiquer moi publiquement en tant qu'entreprise avant et maîtriser le message, communication de crise, ou est-ce que je vais attendre que ça s'ébruite et que ce soit par exemple les médias qui en parlent? À ce moment-là, j'ai pas la maîtrise du message. Et ça, c'est quelque chose, les dirigeants d'entreprise devraient toujours se préparer à gérer ce type de crise. Pas que pour des questions de sécurité de l'information, de cyberattaque ou comme ça, pas nécessairement. Il peut y avoir plein de crises dans une entreprise. Un dirigeant, il doit être prêt à communiquer sur ça, à maîtriser le message et à savoir ce qu'il va faire. C'est extrêmement important. Sur les questions de sécurité de l'information aussi. Par ailleurs, quand on va informer les personnes concernées, parce que des fois on n'aura pas le choix d'informer les clients, d'informer les parents, dans le cas que Livio citait, c'est aussi, il faut prendre ses responsabilités. Il ne faut pas jeter son prestataire sous le train en disant « Ah, notre prestataire a perdu les données ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est moi, en tant qu'entreprise qui choisis ce prestataire-là, j'assume mes décisions et je prends la mesure des choses. Maintenant, c'est aussi toujours l'occasion de rappeler aux gens, de rappeler au public les bonnes pratiques.
Si vous êtes victime de chantage, d'harcèlement comme ça, d'appeler la police, attention à vos mots de passe, attention à ci, à ça, et d'avoir une communication d'une part proactive, d'autre part bienveillante et transparente. Ça sert à rien de cacher les choses. De toute façon, tôt ou tard, ça se saura. Et les cas qu'on a vécus en accompagnant différentes organisations dans ce type de problème, on a quand même, je ne veux pas dire régulièrement, des retours de gens qui disent merci pour vos transparences, merci pour les conseils. Et les gens, ils comprennent, ça arrive. Il y aura toujours des mécontents, il y aura toujours des gens pour cracher dessus ou des concurrents malveillants comme ça. Dans tous les cas, il faut être transparent, il faut donner des conseils, il faut être proactif. Et ça, c'est quelque chose que les dirigeants doivent maîtriser. Moi, je pense que c'est essentiel en PME aujourd'hui. Donc, maîtriser la communication de crise et puis maîtriser aussi le choix de ses sous-traitants et donc des outils technologiques qu'on utilise. Alors, je rebondis sur la proactivité. Elle est extrêmement importante. Tu me parles des obligations légales qui font que tu dois annoncer une éventuelle violation de la sécurité des données. Ça, c'est quand c'est arrivé. Mais qu'est-ce que tu fais avant? Qu'est-ce que tu fais en amont? Qu'est-ce que tu mets en place? Qui sait qu'on va réveiller à 3 heures du matin quand on va s'apercevoir que les systèmes sont down? C'est aussi ça, la gestion de crise, c'est de préparer, d'anticiper le problème. Et la protection des données, c'est aussi pour ça qu'on le dit avec Ivan et qu'on le répète, c'est pas qu'une question de droit, c'est beaucoup plus large. Il faut amener à la table beaucoup plus de personnes que le juriste ou l'informaticien ou le dirigeant. Il faut penser en équipe, il faut penser au sein de sa structure, ensemble aux problématiques et les anticiper. Chaque équipe, elle est un petit peu concernée par ça, les RH, Bien on sûr. a parlé de l'IT, le marketing. C'est quoi un petit peu, déjà une question qu'on se pose souvent, mais combien de temps on a le droit de conserver les données? On en avait un petit peu parlé aussi. Et puis, est-ce que je peux faire n'importe quoi avec cette donnée? Par exemple, j'ai eu le cas il y a pas longtemps d'une personne qui avait des données personnelles, qui les a mis dans ChatGPT. Ça, c'est aussi un exemple qu'on voit souvent. Voilà. C'est quoi la conservation des données pour une entreprise? J'imagine que la réponse, c'est ça dépend, mais dans ce cas, pourquoi? Et puis, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que je peux faire de ces données? À qui je les envoie? C'est quoi ma responsabilité en tant qu'employé d'une entreprise par rapport à ça? Alors, sur la première question, effectivement, j'allais te dire ça dépend, mais je m'étais promis de ne pas l'utiliser, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais simplement te répondre. Il y a dans le corpus juridique, comme on l'appelle, différentes règles, comme pour la conservation des documents comptables, c'est 10 ans d'après l'ordonnance Olico, comme on l'appelle. Mais il y a aussi d'autres règles ailleurs, éparses, et donc finalement, ça ne te donne pas un critère général de conservation. Sous l'angle de la protection des données, ce qui est ultra important, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire combien de temps on va conserver une donnée, aussi longtemps qu'elle est nécessaire pour notre traitement. Le cas le plus parlant auquel je peux penser, c'est dans le domaine des ressources humaines. Tu n'as pas une loi qui te dit combien de temps tu vas devoir conserver le dossier de candidature de Livio Di Triac que finalement tu n'as pas recruté parce que tu as préféré Ivan Barra. La loi, elle ne te dit pas combien de temps, mais fondamentalement, sous l'angle de la proportionnalité, si tu te poses la question, mais est-ce que j'ai besoin de conserver le dossier de Livio Di Triac alors que finalement, le poste en question qui était à repourvoir, je l'ai attribué à Ivan Barra? Non, tu n'as plus besoin de garder. Donc, tu détruis le dossier, ou mieux, si c'était papier, tu le rends au candidat. Maintenant, si le candidat était une personne qui t'intéressait, alors, tu peux conserver le dossier, mais tu vas dire au candidat: bonjour, votre profil nous intéresse, notre choix s'est porté sur quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut quand même conserver ce dossier de candidature pour les 3 ou 6 prochains mois? Parce qu'éventuellement, on a un autre poste qui va s'ouvrir. Mais déjà, au-delà de 6 mois, en règle générale, le candidat lui-même aura retrouvé un travail. Donc, il n'y aura plus de raison de le garder non plus au-delà de 6 mois. Règle générale, j'aime bien dire aux entreprises, un maximum de 12 mois. Mais vraiment, c'est le grand maximum. Ça, c'est sur la première question. Maintenant, en termes de responsabilité par rapport à toutes ces questions, c'est une question très vague. Et donc, Première question très très bête d'un néophyte. Est-ce que pour analyser le CV d'une personne, j'ai le droit de l'envoyer dans ChatGPT pour avoir un premier élément de réponse? Ouais. Alors, à quoi ça te sert? Pourquoi faire? Non, alors, c'est toujours un peu la même problématique. On parle de ChatGPT, mais c'est similaire pour toutes les plateformes digitales qu'on pourrait utiliser. Qu'est-ce qui va advenir de ces données? Est-ce qu'on a certaines garanties liées à la confidentialité? Est-ce qu'il y a une solution d'anonymisation entre deux? Qu'est-ce qui va se passer avec? Par défaut, je te dirais,
tu balances pas les données personnelles d'autres personnes sur des plateformes qui risquent de les réutiliser, telles que ChatGPT. Si tu veux utiliser de l'IA pour travailler sur tes processus RH, c'est quelque chose qui est très demandé en ce moment, il va falloir se tourner vers des solutions qui sont plus appropriées. Il existe des solutions, on peut faire plein de choses, mais il faut réfléchir un peu avant. Et je peux le dire, aujourd'hui, concrètement, utiliser ChatGPT pour des processus de recrutement, quelque chose comme ça, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne pratique et c'est pas une bonne idée. Par contre, il existe des solutions, mais ça va demander plus que dire je cherche tel logiciel, je paye la licence, je l'installe. Non, il y a une question de gouvernance autour, d'intégration, de communication, de transparence. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large. C'est pas impossible. Mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte avant de rentrer sur ce type de terrain-là. Et la souveraineté, c'est un de ces facteurs, j'imagine. Alors, notamment, c'est clair qu'on voit de plus en plus de solutions souveraines qui arrivent, que ce soit des solutions européennes avec des bonnes garanties de confidentialité ou des solutions suisses, où on va pouvoir justement aller travailler avec des données qui sont peut-être plus confidentielles ou des données personnelles ou des choses comme ça, à voir toujours avec un juriste sur ses conditions contractuelles et autres. Je tacle quelque peu mon collègue là-dessus. Non, mais on voit différentes choses arriver. On a beaucoup de chance en Suisse d'avoir des structures qui sont extrêmement innovantes, qui ont des capacités d'innovation qui sont hors du commun et qui vont arriver dans les prochains mois, années, avec des solutions exceptionnelles. Est-ce qu'on va chercher à concurrencer un ChatGPT ou des colosses comme ça? Non, je ne pense pas. On va se chercher à adresser d'autres problèmes d'une autre manière. Et j'ai l'intime conviction que les solutions qui arrivent en Suisse demain sont des solutions d'avenir. C'est aussi une question d'habitude, la souveraineté. On est habitué à utiliser certains outils sans forcément se poser de questions. Puis je ne donnerai pas de nom, mais on voit une suite bureautique qu'on utilise tous les jours. Mais il y a des solutions en Suisse qui existent. Nous, on les utilise, en l'occurrence. De nouveau, sans citer de nom. Ça existe. Par contre, oui, c'est une étape que de changer de ses habitudes, que d'aller dans une autre routine, que d'utiliser un autre outil dont on a moins l'habitude. Ça prend du temps, mais la souveraineté, c'est une vraie question, puis c'est une question qui est extrêmement importante, je pense. Et puis effectivement, Ivan le disait, on a des entreprises aujourd'hui qui font d'excellents produits, qui offrent d'excellents services. On a aussi l'école polytechnique fédérale, que ce soit de Zurich ou de Lausanne, qui ont des capacités d'innovation qui sont formidables. Je pense que c'est aussi intéressant de voir en termes d'économie suisse, mais là on sort vraiment du juridique et on rentre vraiment dans du politique, d'aller voir ces solutions, peut-être de les favoriser, de les mettre en avant et puis aussi de réfléchir. Et là je rebondis sur ce qu'Ivan disait de nouveau, c'est l'hygiène numérique, de réfléchir notre conception de l'utilisation des outils. Sans virer dans l'excès. On n'est pas en train de te dire il faut arrêter avec les géants, il faut trouver des solutions souveraines. Non, mais ça doit être une réflexion d'entreprise. De se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut, nous, pour notre boîte? Tu es une petite société de services ou comme ça, tu as d'autres possibilités qu'une grande structure industrielle, par exemple, parce qu'il y a des codes, il y a des choses qui sont faites, il y a des intégrations, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais ça doit rester une réflexion, et je pense particulièrement au regard des solutions qui utilisent de l'IA. Ça, c'est évident. C'est aussi un cercle vertueux en fait. Plus on va commencer à utiliser des technologies et des produits suisses, plus ils vont aussi être connus du grand public et plus on aura encore facilement envie de les utiliser. Donc on peut pas utiliser ChatGPT pour balancer des CV, ça j'ai compris. Voilà, ok, Par contre, c'est complètement possible d'utiliser des IA génératives avec certains modèles LLM sur des serveurs qui seraient par exemple souverains. Donc c'est aujourd'hui possible pour les entreprises suisses d'utiliser ce genre de solution. La protection des données n'est pas un frein à l'utilisation de l'IA générative aujourd'hui. Non, la protection des données, il faut arrêter de voir la protection des données comme un frein, j'insiste là-dessus. La protection des données nous amène à nous questionner sur nos pratiques, mais elle n'est pas forcément un frein. Et il y a des entreprises qui l'ont très bien compris. Et effectivement, je veux peut-être parler de ton expérience avec... Bon, on a eu certaines expériences, c'est clair. On vient nous voir en disant, bah voilà, on a besoin d'exploiter XY données, c'est des données qui sont médicales ou qui ont une certaine sensibilité, qui sont très confidentielles. On veut automatiser ça, on veut aller plus loin. On aurait aimé utiliser ChatGPT, mais on a bien compris qu'on ne pouvait pas. Ok, super, merci. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on va chercher des solutions. Et on l'a fait. On peut
je peux affirmer aujourd'hui, on a des solutions en production qui fonctionnent. C'est un autre chemin, c'est d'autres choses. Il faut aborder le problème différemment, mais il existe des solutions. Et ce que je peux dire aussi, qui est peut-être la cerise sur le gâteau, c'est que si je fais une projection de la solution à laquelle je pense, mais dont je peux pas trop en dire non plus, forcément, vous comprenez. En termes de coûts projetés à 3 ans, on est sur quelque chose qui est plus économique que d'acheter des licences ChatGPT. Donc, c'est même pas forcément quelque chose qui est hors d'atteinte pour la PME en termes de tarifs. On est sur des choses qui sont plutôt basées sur la tarification à la consommation, où on va pouvoir aller chercher justement des optimisations, aussi un fonctionnement qui est économiquement viable, avec des solutions qui sont plus sûres, qui sont plus respectueuses et qui offriront des résultats qui sont totalement à la hauteur des attentes des PME aujourd'hui. Et je rebondis, parce que tu me posais la question, est-ce que la protection des données a un problème vis-à-vis de l'utilisation de ces outils? Non, ça l'est pas, puisque même le Conseil fédéral est en phase pilote pour tester un tel outil, de même que le tribunal fédéral. Des exemples dans l'administration publique, qu'elle soit de la confédération ou cantonale, ça existe. Donc, les entreprises aussi peuvent réfléchir à ça. Donc la protection des données n'est pas un frein, on peut faire de l'IA, il faut juste changer sa mentalité. Et c'est pas forcément très cher, ou ça dépend bien entendu de chaque use case, mais c'est aussi un des gros points noirs qu'on entend, ça va coûter cher si on doit faire tout nous-mêmes. Et là, ce que tu me dis, c'est que c'est pas forcément le cas. Non, c'est pas forcément le cas. Ce qu'il faut garder en tête, c'est de dire, oui, la protection des données, ça peut donner certaines contraintes. Il faut les intégrer dès le départ, il faut y réfléchir tout de suite, il faut sensibiliser les gens, changer un petit peu cette culture. Adopter une posture qui est différente par rapport à ça, et ça va super bien se passer. Il y a vraiment des possibilités monstrueuses d'innover, tout en étant respectueux de la vie privée et en adoptant une posture de conformité qui est satisfaisante. Ça, c'est clair. Donc la réponse, ça serait la formation. Mais clairement, la formation, c'est ultra important de se former par rapport à ces questions. Nous, on le voit dans on donne des formations dans le domaine de l'intelligence artificielle où on coupe justement ces aspects transdisciplinaires entre la technique avec Ivan d'un côté puis le juridique de l'autre côté. On forme des informaticiens, on forme des employés de commerce, on forme pas mal de monde. Et c'est ultra important aujourd'hui de démystifier l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que c'est finalement? On en parle beaucoup depuis que ChatGPT est arrivé auprès du grand public, mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est un modèle génératif? Déjà, de comprendre le fonctionnement, de comprendre de quoi on parle, avant d'arriver sur des sujets peut-être plus techniques, juridiques, comme est-ce que j'ai le droit d'utiliser ChatGPT avec des données de santé, par exemple? Et puis, il y a la question aussi de l'éthique. Beaucoup de gens nous disent l'intelligence artificielle va remplacer les gens. Non, c'est pas vrai. Il faut recontextualiser les choses et surtout garder à l'esprit une chose. On a une formation, on a des règles métiers, on sait faire certaines choses et l'intelligence artificielle va pas amener une plus-value par rapport à ces règles métiers, par rapport à ces compétences personnelles qu'on apporte finalement. C'est ultra important de pas utiliser ou surutiliser l'intelligence artificielle dans certaines choses, quoi. Soutenir les processus existants avec de l'IA, améliorer la performance. Voilà, si je devais te le donner en 2 mots. Très bien. Si peut-être une dernière question avant de terminer ce podcast, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire à un dirigeant aujourd'hui qui voudrait un petit peu se lancer, qui voudrait mettre la protection des données au centre de ses projets digitaux? Par quoi il commence? C'est quoi un petit peu le processus pour lui? Un dirigeant ou un responsable métier, responsable marketing, responsable finance, responsable IT? Voilà, tous les responsables. Tous les types de responsables. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui pour commencer avec ça et pour commencer de la bonne manière pour adresser et s'acculturer la protection des données? Arrêtez de la voir comme un frein. Arrêtez de la voir comme un frein, se renseigner un peu. Il y a plein de ressources qui existent déjà. On peut déjà commencer à aborder le sujet. Après, se former, c'est l'idéal, c'est la clé. D'avoir des dirigeants, des cadres qui se forment et qui pourront, eux, ensuite sensibiliser leurs collègues, leur personnel. Ça, c'est beaucoup plus vertueux. Maintenant, c'est commencer par se renseigner, à aborder la question, comprendre, acquérir une vision large. Ça ne sert à rien d'essayer de devenir un spécialiste de la protection des données parce que je suis responsable IT, parce que je suis DRH ou quoi que ce soit. Mais je dois avoir une vision relativement large de la chose pour pouvoir
aborder les problématiques de manière un peu plus globale, assez large, et constituer une équipe. Et surtout rester pragmatique. Bon, Je le dis, non mais je le dis parce que on est souvent critiqué les juristes par rapport à notre pragmatisme dans le domaine de la protection des données. Et je pense qu'à un moment donné, il faut rester très pragmatique, il faut essayer de trouver des solutions. On a une loi qui est fondée sur l'appréciation sur les risques. Il faut l'apprécier, ce risque, essayer de chercher la bonne solution pour l'entreprise et puis d'évaluer les possibilités et pas toujours de fermer directement la porte. Vraiment d'aller... Voir ça de manière assez large, et puis, comme le disait Livio, de manière pragmatique. De toute façon, on ne peut pas attendre tant d'une structure que d'un dirigeant de partir de zéro et puis d'être au top tout de suite. Il faut voir ça comme une montée progressive en maturité, quelque chose d'échelonné. Et comme dans nombreux domaines, la formation, ça reste la clé pour avancer dans ces choses-là, pouvoir comprendre le problème et s'entourer des bonnes personnes ensuite. Savoir s'entourer aussi. Savoir s'entourer, se former, ne plus voir la protection des données comme un frein. Merci beaucoup, Ivan. Merci beaucoup, Livio, pour toutes ces informations. Merci à toi. Merci à toi, Thomas. Et à très bientôt. À bientôt, merci.